chers collègues, chers étudiants. Je voudrais d'abord dire quel bonheur est le mien de me retrouver ici ce matin à Thiès avec mes amis Mamadou et les deux Philippe. J'ai en effet le sentiment d'être ici chez moi et en famille. La première raison à laquelle vous pensez, c'est que je viens à l'invitation, ou plutôt je devrais dire à la convocation de Madame le recteur qui se trouve être ma petite sœur. Mais je commencerai d'abord par dire que je me sens chez moi ici à Thiès parce que c'est la ville de Monsieur le gouverneur qui a rappelé les liens qui sont les nôtres au-delà des fonctions qui sont les siennes. C'est la ville de Monsieur le maire Talla Sylla. Je me sens chez moi, chez lui, chez Talla Sylla, Monsieur le maire, parce que Talla Sylla l'a rappelé, il a été mon étudiant, et au-delà de ce lien que nous avons, qui est un lien fort, un lien enseignant-étudiant est toujours un lien très fort, nous avons l'un pour l'autre une amitié très profonde. Et j'ai également pour Talla Sylla l'admiration du philosophe qui voit chez lui, en lui, une exigence éthique très forte dans tous les engagements qui sont les siens. Évidemment, je me sens également chez moi ici parce que j'ai été, comme je dis, invité avec mes amis par Madame le recteur, mais au-delà des liens de famille qui nous unissent, je voudrais aussi dire l'admiration que j'ai pour elle, pour l'exigence vis-à-vis d'elle-même qu'elle a toujours affirmée dans la trajectoire qu'elle suit. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est vous transmettre le message d'amitié que vous adresse le docteur Alioune Sall Paloma. Vous le savez, le programme initial avait prévu que Alioune Sall donnerait le propos d'ouverture et j'aurais été le modérateur. Des petits ennuis de santé l'ont empêché. Mais Alioune Sall est non seulement lui aussi de ma famille, c'est mon frère aîné, mais c'est également mon mentor, ce qui veut dire que dans la réflexion prospective que j'essaie de mener depuis plusieurs années et que Mamadou vient de rappeler, j'ai toujours trouvé auprès de lui une inspiration dont j'espère qu'elle habitera mon propos et dont j'espère donc que vous pourrez considérer qu'elle est présente et que Paloma Alioune Sall est présent dans le propos que je vais tenir ici. Voici ce propos. L'imam Alioune ibn Abi Talib, cousin et gendre du prophète de l'islam, a cette parole fameuse dont on peut dire qu'elle exprime parfaitement le sens de la philosophie prospective. Il a dit « Apprenez à vos enfants autre chose que ce que vous avez appris, car ils ont été créés pour une époque différente de la vôtre. » J'ai voulu mettre en épigraphe de mon propos cette parole parce qu'elle s'impose, me semble-t-il, dans une réflexion comme la nôtre sur la formation au métier du futur. Ces mots du 4e calife dans l'histoire de la communauté islamique insistent en effet sur les éléments qui sont au cœur de la pensée prospective et qui sont les suivants. L'importance de la jeunesse d'abord, celle de l'éducation ensuite et en conséquence, et enfin le paradoxe sur lequel en effet repose l'attitude prospective de devoir enseigner ce que l'on n'a pas soi-même appris. Pour rester d'ailleurs un instant sur la pensée de l'imam Ali que j'ai citée, il faut dire que ces paroles expriment ce qui fut de manière générale sa compréhension des temps qui changent, pour citer ici le chanteur Bob Dylan.
à un interlocuteur qui avait cru devoir lui faire cette remarque accusatrice, que du temps de ses deux premiers guides, Abou Bakr et Ousmane, la communauté musulmane n'avait guère connu les troubles et les guerres intestines qui ensanglantaient son califat à lui, Ali. Il avait répondu que ceux d'Abou Bakr et Ousmane en leur temps, ceux que Abou Bakr et Ousmane en leur temps dirigeaient, étaient des gens comme lui, Ali, alors que lui-même, Ali, devait diriger des gens comme son interlocuteur. Derrière la répartie cinglante dont il pouvait avoir le secret, il y avait la réflexion sur les changements rapides qui avaient en une génération transformé une communauté musulmane frugale qui n'était riche que de sa piété en un ensemble de sociétés et de cultures sophistiquées et plutôt opulentes à ce moment-là, où se donnaient à voir les impatiences et les appétits d'une jeunesse qui était avide d'exercer son pouvoir. Autrement dit, dans la réponse qu'il avait faite à son interlocuteur, l'imam Ali faisait la remarque suivante, qui est extrêmement importante pour les sciences sociales, pour la sociologie des changements, c'est qu'il s'était produit un changement d'époque qui commandait d'enseigner et d'apprendre autre chose. C'est un tel changement d'époque que nous vivons aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu que l'introduction de la conférence que je vais vous faire aille dans la direction de ces paroles pleines de sagesse de Ali ibn Abi Talib. Que signifie développer une anthropologie prospective dans un continent comme le nôtre, l'Afrique? Avant de parler des éléments que j'ai rappelés, la jeunesse, l'éducation et le paradoxe que j'ai évoqué, je voudrais m'arrêter avec vous sur l'expression attitude prospective que développera plus tard mon ami Philippe Gouet. Gaston Berger, dont on sait quelle place la philosophie a occupée dans la pensée de Léopold Sédar Senghor et dans la vision de ce dernier de ce que devait être une planification socialiste, a toujours insisté sur le fait que la prospective, c'est d'abord et avant tout une attitude et pas une technique d'extrapolation qui consisterait à chercher à se donner à voir à l'avance le futur. Pour Gaston Berger, l'attitude prospective, c'est le contraire de la volonté de prolonger le passé dans le présent et dans l'avenir, une volonté qu'il a caractérisée comme un entêtement rétrospectif. Et en même temps, elle nous rappelle que la prospective n'est pas vision, mais qu'elle est action. Ou plutôt, plus exactement, elle n'est vision que par et pour l'action de créer ensemble l'avenir. Adopter donc une attitude prospective, c'est penser et agir en fonction du futur, celui qui est projeté et celui qui est à faire, et non pas en fonction du passé. Est-ce que, et c'est la question que l'on peut se poser tout naturellement, est-ce qu'il y a là, donc, dans cette attitude prospective, une disposition culturelle? Autrement dit, est-ce qu'il y a des cultures qui favorisent l'attitude prospective alors que d'autres cultures l'empêcheraient? Cette question se pose ici parce qu'elle a été au cœur du débat sur la philosophie africaine et sur ce qu'il est convenu d'appeler l'afro-pessimisme. Le philosophe kényan John Mbiti est sans doute l'auteur qui a donné son expression la plus achevée à l'idée qu'il existerait une philosophie africaine du temps, caractéristique des cultures de notre continent, et qui empêcherait l'émergence d'une attitude prospective. Dans son ouvrage African Philosophy and Religions, il affirme en effet qu'il y a un temps africain qui est toujours concret
qui est constitué d'un passé profond et long et où la dimension du futur serait quasi inexistante. Et John Beattie, croyant pouvoir fonder ce qu'il présente ainsi comme un simple constat sur l'absence de temps futur dans la conjugaison des langues qu'il considère et sur le caractère concret des calendriers qu'il examine, conclut sa réflexion par cette thèse que seule une catastrophe pourrait faire advenir une attitude prospective dans les sociétés africaines. Et catastrophe, il faut ici l'entendre au sens du mathématicien René Thom, c'est-à-dire une rupture radicale et une discontinuité brutale qui voit le cours des choses changer brusquement de nature. Et pour lui, cette catastrophe, cette introduction d'une attitude prospective devrait être créée par l'introduction des religions abrahamiques universalistes à laquelle se conjuguerait une modernité portée par la colonisation. Et la littérature qu'on dira afro-pessimiste des années 1990 sur notre continent a fait argument de cette conception ethnophilosophique d'un temps africain qui serait obstinément rétrospectif et où ce qu'il y a à faire doit être dicté par la dimension la plus importante du temps, qui est le passé en tant qu'il est constitué par la tradition. Selon l'afro-pessimisme donc, les Africains passeraient leur temps à dire qu'il faut, pour agir, se conformer à la tradition des pères. Que l'on considéra ainsi que l'Afrique en son essence même était refus de développement. Le refus de développement, c'était un titre bien connu de ces années 90 à Axel Kabou, ou qu'elle avait un urgent besoin d'un ajustement culturel. L'argument de fond restait toujours dans cette littérature, comme l'a dit avec une maladresse qui est restée mémorable le président français Nicolas Sarkozy, que le temps africain n'était pas entré dans le temps du monde. Un temps et un monde dont Gaston Berger disait déjà que non seulement il allait vite, mais qu'il allait de plus en plus vite. Justement, à l'époque, le conseiller qui avait écrit le discours de M. le Président Sarkozy avait cru devoir justifier le propos présidentiel au lieu de simplement laisser le temps faire son œuvre, en évoquant la pensée de Léopold Sédar Senghor, avec laquelle il considérait que le discours qui avait été tenu était en accord. C'était ignorer totalement que le président Senghor, s'interrogeant sur ce que devait être une culture socialiste du temps, s'était lui-même mis à l'école de Gaston Berger. Qu'est-ce que cela nous dit de l'attitude prospective en relation avec l'anthropologie des cultures? Senghor a exalté, on le sait, les cultures africaines traditionnelles. On lui a d'ailleurs beaucoup reproché de les avoir essentialisées et de les avoir idéalisées. Mais pour ce qui est de l'attitude prospective, il savait parfaitement, avec Gaston Berger, qu'il ne s'agissait pas d'en faire le propre de certaines cultures par différence avec d'autres, mais de comprendre l'exigence d'une conversion à l'avenir qui s'adressait également à toutes. D'un mot, il ne s'agit pas d'une anthropologie des cultures, mais d'une anthropologie prospective, ainsi que Gaston Berger a nommé son projet. Autrement dit, il n'y a pas de cultures où l'attitude prospective serait développée naturellement, et il n'y a pas de cultures où l'attitude prospective manquerait naturellement. Cette anthropologie prospective, Gaston Berger note qu'elle est pensée de l'avenir et qu'elle est bien trop largement ignorée partout, rendant nécessaire partout que cette anthropologie précisément prospective,
qui n'est pas l'étude de la nature humaine dans ses traits constants et ses modes variés, mais celle des situations qui constituent les données à résoudre pour l'homme. En d'autres termes, les humains, partout où ils se trouvent, pensent leur situation et la résolution de ces situations consiste non pas à tirer les leçons du passé, bien entendu, il faut les tirer. Il n'y a de bonne prospective qu'appuyer sur une rétrospective rigoureuse. Il faut les tirer, ces leçons, mais l'action consiste à agir en fonction de l'avenir et non pas en étant poussé dans le dos par le passé. Le développement d'une anthropologie prospective sur le continent devra donc, sur le modèle du projet Futurs Africains, dont Alioune Sall est le directeur et qui est basé en Afrique du Sud, être le projet ouvert et continu de penser les situations et les problèmes d'aujourd'hui en fonction des futuribles, c'est-à-dire des possibilités ouvertes dans le futur, depuis l'avenir souhaitable qu'il s'agit pour nous de construire. Et cet avenir est celle d'une jeunesse africaine nombreuse qui est inquiète non pas de son identité, mais de son devenir. On passe son temps à penser que les Africains se posent la question de leur identité. Qui suis-je? Ce que nous voyons aujourd'hui, la jeunesse africaine, celle désespérée qui se noie dans la mer Méditerranée, croyez-moi, ce n'est pas l'identité qui l'inquiète, c'est le devenir. Ceci me permet d'aborder la question que j'avais annoncée, celle de la jeunesse, que je vais aborder sous l'intitulé, qui est un intitulé de Gaston Berger, qui consiste à dire que notre monde va vers sa jeunesse. Qu'est-ce que cela veut dire? Exprimant l'idée que le monde humain est création continuée, Gaston Berger a écrit les mots suivants, je le cite. « Si au lieu d'être poussés, nous sommes attirés, il est naturel que notre mouvement aille sans cesse en s'accélérant. La raison de nos actes est en avant de nous. Nous allons vers notre jeunesse. » Fin de citation. Que les choses aillent en s'accélérant, cela est profondément vrai de la situation africaine, celle d'un développement exponentiel de la population urbaine et surtout, de manière générale, parce que le continent, notre continent, a la population la plus jeune du monde. Pour une grande part, l'attention qui est portée aujourd'hui à la jeunesse du continent africain dans certaines publications prospectives est liée à ce que l'on appelle la crise migratoire. C'est sous ce prisme, en effet, sous cet angle, qu'il soit clairement exprimé ou qu'il soit simplement sous-jacent aux analyses ou aux prétendues analyses, que l'on considère les chiffres qui donnent son visage à l'avenir démographique de l'Afrique. Ces chiffres peuvent se ramener aux projections faites par les Nations Unies, qui disent d'une part que dans une trentaine d'années, parmi les 9,8 milliards d'humains que comptera notre planète, 1 sur 3, âgé de 15 à 29 ans, vivra en Afrique. Et que d'autre part, à cette date, plus de la moitié de la population du continent, près de 56%, sera urbaine. Que le mot « explosion » vienne facilement sous la plume dans ces conditions peut parfaitement se comprendre. Ce mot d'explosion démographique exprime le fait que c'est en Afrique que la population croîtra le plus et que le rythme de l'urbanisation y est sans précédent, puisque la population des villes sur le continent, après avoir doublé durant les 20 dernières années, devrait être de nouveau multipliée par 2 dans les 20 ans qui viennent. Considérer cette situation démographique d'une population jeune qui se presse dans des villes qui seront pour beaucoup d'entre elles, certaines le sont d'ailleurs déjà, d'immenses mégapoles du point de vue de la crise migratoire, c'est ce que font beaucoup de publications, c'est ce que fait en particulier un ouvrage comme celui qu'a publié le polémiste Stephen Smith
sous le titre qui en dit long déjà sur l'esprit dans lequel il est écrit, La ruée vers l'Europe, la jeune Afrique en route pour le vieux continent. On sait que sous la plume en particulier de François Héran, titulaire au Collège de France de la chaire Migrations et Sociétés, les démographes et les économistes du développement ont expliqué pourquoi la prophétie de Stephen Smith, qui voit l'Europe devenir à plus de 25% africaine dans les 30 ans, est sans valeur scientifique aucune. Mais il faut aussi être attentif aux raisons qui ont poussé justement ceux qui sont des scientifiques sur ces questions à prendre le pas qui consiste à dénoncer plutôt qu'à simplement ignorer un essai qui s'est créé un succès certain en s'inscrivant dans l'ère du temps. Précisément parce que c'est l'ère du temps qui explique qu'il ait été salué, ce livre, y compris par le président de la République française, comme décrivant formidablement la réalité des choses. Une réalité qui serait celle d'une menace que nous représenterions. Car ultimement, le propos est d'agiter le spectre d'un déversement de la population africaine sur le vieux continent, comme si la prospective, lorsqu'il s'agit de migration, relevait purement et simplement de la mécanique des fluides. Ce propos est un propos tout à fait mécanique. L'Afrique se remplit de population, eh bien cette population va probablement se déverser de l'autre côté de la Méditerranée et envahir l'Europe. Dans l'esprit de Stephen Smith, c'est le cas. Outre que son essai manifeste la simple ignorance relevée par les vrais scientifiques des véritables données qui indiquent que de 1% aujourd'hui, la part des populations d'origine africaine et subsaharienne dans le peuplement du vieux continent serait tout au plus de 4%, il ajuste systématiquement les prémices à la conclusion qu'il s'est donnée a priori, celle d'une ruée prochaine qui serait porteuse de la menace d'un grand remplacement de population en Europe que produirait fatalement, car mécaniquement, l'enfantement par le continent noir de ces jeunes, je le cite, qui ruminent leur frustration dans des pays bloqués. Fin de citation. Ces termes de Stephen Smith sont ceux qu'il emploie dans un entretien qu'il a accordé à Jeune Afrique sur son essai récemment. Ce qui bloque tout particulièrement, selon lui, c'est que la grande majorité, la plus jeune au monde, continue d'être dirigée par la génération des plus anciens, perpétuant ce qu'il appelle le règne des vieux mâles, parce que sous sa plume lui arrive tout naturellement une expression qui fait penser à des tribus animales. De manière générale, dans la logique d'un jeu à somme nulle, sur laquelle repose la racoleuse dramatisation que fabrique son ouvrage, une vraie émergence du continent, notamment dans sa partie subsaharienne, devrait signifier pour le vieux continent la catastrophe démographique de son africanisation. Il écrit ainsi, je le cite encore, « Les bons augures venant de l'Afrique seront de funestes présages pour l'Europe ». C'est une des conclusions de son essai. Et pourtant, elle émerge, écrit-il cependant, en se disant sans doute qu'il faut quand même payer tribut au constat qui est aujourd'hui communément accepté d'une Africa Rising, d'une Afrique émergente. Et il est significatif à ce propos de voir retourner par Stephen Smith le titre du numéro que le journal The Economist a consacré en 2011 à l'Afrique, qu'il a alors présenté comme The Rising Continent, le continent en émergence, revenant ainsi sur la manière dont il l'avait considéré 10 ans auparavant, au tournant du millénaire, comme une région sans espoir. En 2010, donc, The Economist titre Africa, the Hopeless Continent, et en 2011, le même The Economist titre The Rising Continent. Tout ce qui rise vraiment, si vous me permettez cet anglicisme de mauvais goût,
Pour le livre de la ruée, c'est la vague des jeunes Africains menaçant de submerger l'Europe. Une prospective pour une jeune Afrique émergente se construira contre ce genre d'extrapolation alarmiste qui aplatit la réalité de l'Afrique d'aujourd'hui sur la seule dimension d'une explosion démographique et qui ne fait que traduire les anxiétés et les angoisses d'un monde où une idéologie et des politiques ethno-nationalistes et tribalistes se sont développées en agitant l'épouvantail qu'est la figure du migrant. De ce monde, bien entendu, une prospective qui serait menée depuis la situation des jeunesses africaines devra tenir compte. Il est important que nous ne laissions pas les autres faire la prospective de ce que nous allons devenir en disant que nous sommes simplement une population en explosion qui menacerait le reste du monde. Il est important que la prospective, nous la pensions depuis notre propre continent, à partir de notre situation, dans la manière dont nous comprenons cette situation, et c'est exactement ce que fait Alioune Sall avec les futurs Africains. Sans présumer de ce que seront les analyses prospectives concrètes à mener aujourd'hui sur le continent, on peut avancer que la nature de cette situation est d'être un entre-deux. Ce qui caractérise la situation africaine, c'est qu'elle est entre deux. Autrement dit, il ne faut pas penser qu'à un premier État qui ferait parler de l'Afrique comme hopeless continent, continent sans espoir, aura simplement succédé un État d'une Africa rising, d'une Afrique émergente. Mais plutôt, l'image qu'il faut se donner, c'est que les raisons qui ont fait parler dans le premier sens d'un continent sans espoir coexistent aujourd'hui avec les raisons qui permettent de parler dans le second sens d'une Afrique en émergence. C'est-à-dire que l'expression qui est quelque peu galvaudée d'être à la croisée des chemins est celle qui s'impose ici lorsque nous voulons avoir une vision prospective de notre continent. Rien ne montre mieux ce chevauchement de tendance, comme je pourrais l'appeler, en parlant de cette coexistence, que l'analyse de la fameuse transition démographique dont les spécialistes conviennent qu'après qu'elle a commencé plus tard sur le continent que partout ailleurs, elle est achevée en Afrique du Nord, dans le Maghreb. Elle est dans une phase dite intermédiaire dans nombre de régions d'Afrique subsaharienne et elle est encore à amorcer dans certaines. Et s'il est vrai que la démographie est, comme l'on dit, destin, les actions à mener pour la maîtrise des taux de fécondité, pour l'essentiel la promotion de l'éducation des femmes et le développement des systèmes de santé devraient viser à faire éclore les germes de changement qui sont déjà visibles, ceux qui font parler d'une Africa rising. Et concernant toujours la démographie, sous le propos qui parle d'une explosion, avec toutes les connotations négatives que comporte ce mot, il faut en même temps lire dynamisme. Pas seulement explosion, mais aussi dynamisme, pas seulement les jeunesses africaines comme un problème, mais les jeunesses africaines comme une solution. L'urbanisation est en train de profondément transformer les sociétés africaines, apportant des défis considérables pour ce qui concerne l'environnement, ou le développement des infrastructures, des transports ou des structures éducatives qui apparaissent toujours à la traîne du croît démographique. Nous ne construirons jamais aussi rapidement des classes et nous ne mettrons jamais aussi rapidement des enseignants devant les élèves que la démographie elle-même. Mais ce que l'on peut appeler les intensifications urbaines, un phénomène que mesure le passage de la proportion de citadins de 14% en 1950 à 40% aujourd'hui, c'est aussi des opportunités à saisir. Que ce soit dans les secteurs de pointe, utilisant pour résoudre les données de la situation africaine les dernières technologies, ou que ce soit dans ce que l'on appelle l'informel, qu'il faudrait appeler peut-être plus justement, comme Enda Tiers-Monde le fait, économie populaire urbaine, l'économie des villes africaines manifeste aujourd'hui la créativité et le potentiel d'innovation des jeunesses du continent.
On a parlé ainsi fort justement à propos des villes africaines, et M. le maire Talassila vient de le faire avec éloquence, de smart cities qui coexistent et qui sont dans la juxtaposition avec les bidonvilles. La créativité et le potentiel innovateur des jeunesses africaines ne produiront toute leur puissance de transformation et de développement qu'appuyés sur un système d'éducation en adéquation avec la situation et les perspectives. D'où le bonheur qui est le mien de parler de cela maintenant dans la dernière partie de mon propos, dans une université comme celle de Thiès, qui est, Madame le recteur vient de nous le rappeler, une université de métier. Je conclurai donc en revenant sur le paradoxe de devoir enseigner à la jeunesse ce que l'on n'a soi-même pas appris, en posant quelques pistes de réflexion sur ce que cela pourrait signifier. Que veut dire donc éduquer pour une époque différente, en revenant à la citation initiale de l'imam Ali? On a parlé de l'importance de l'éducation des filles pour la transformation en profondeur et le développement de nos sociétés africaines. C'est sans aucun doute la première signification à donner à la notion d'une éducation pour une époque qui sera différente, qui est déjà différente, où les femmes de plus en plus s'imposeront comme l'avenir de notre continent. Aujourd'hui encore, elles doivent surmonter bien des obstacles simplement pour aller à l'école et pour y rester pour des études longues. Mais déjà sur le continent africain aussi est réelle la tendance qui est une tendance mondiale qui fait que davantage de femmes aujourd'hui que d'hommes se retrouveront et se retrouvent déjà dans l'enseignement supérieur, même si elles sont proportionnellement bien moins présentes dans les STEM et autres disciplines scientifiques, c'est-à-dire dans les sciences, les technologies, les sciences de l'ingénieur et mathématiques. Justement, accorder la plus grande priorité aux STEM dans les systèmes éducatifs sera nécessaire pour une adéquation entre la situation africaine et l'enseignement qu'exige le monde à venir, et qui est déjà là. On sait déjà que les développements dans le domaine de l'intelligence artificielle apporteront des transformations cruciales dans les sociétés humaines partout. On le voit déjà, ce qui, dans les activités physiques des humains, mais également dans leurs activités intellectuelles, leurs activités cognitives, tout ce qui est mécanisable dans ces activités-là est en train d'être mécanisé. Autrement dit, tout ce que l'on peut transformer et transférer des activités humaines à la machine sera transféré. Et ceci pose la question qui est absolument vertigineuse de savoir s'il y a encore quelques surcroît humains qui ne seraient pas mécanisables. Cette question ne s'adresse pas seulement à ce que fait l'humain, mais à ce qu'il est. Autrement dit, ce qui se passe aujourd'hui dans les technologies de l'intelligence artificielle et qui se passe dans les biotechnologies également, ne pose pas simplement des questions qui s'adressent aux activités des humains, au travail humain, mais à la signification même de notre humanité. Et c'est une question que doivent se poser les Africains. Ce n'est pas une question pour les autres, c'est une question pour nous aussi. Parce que d'abord, ainsi que le dit la devise des ateliers de la pensée, ce groupe d'intellectuels, d'auteurs et d'artistes de réflexion sur la situation africaine créé par mes amis Sylvain Sarr et Achille Mbembe. Les questions africaines sont des questions planétaires et les questions planétaires sont des questions africaines. Ensuite, parce que les conséquences de la révolution de l'intelligence artificielle redéfiniront la signification même du travail humain partout. J'en discutais avant d'entrer en salle avec ma sœur Aminata Sall Diallo. L'intelligence artificielle et la robotisation des activités
vont créer une profonde transformation de la signification même du travail. Si nous nous interrogeons, comme nous le faisons dans ce colloque, sur les métiers de l'avenir, il faut bien que nous prenions toute la mesure du fait que parce que ce qui est mécanisable chez l'humain est aujourd'hui mécanisé effectivement et transféré à la machine, le travail lui-même va changer dans sa signification profonde. Nous en sommes au point où certaines réflexions prospectives se disent qu'il faut que nous nous habituions à l'idée que nous n'aurons plus besoin de travail humain. C'est-à-dire que le chômage ne sera pas simplement un chiffre à réduire par les politiques, mais la condition humaine elle-même. D'où une réflexion qui est en train d'être menée sur la possibilité d'avoir un revenu universel. On verserait de l'argent aux gens pour qu'ils puissent survivre, mais on leur verserait cet argent non pas en contrepartie d'un travail qui n'existerait plus, mais simplement pour leur permettre de vivre, de continuer à être des humains. Et ce monde-là se profile. Il est déjà pratiquement là. Donc l'horizon que nous nous fixons lorsque nous nous interrogeons sur les métiers à venir, c'est également un horizon où il faut inscrire la réalité que voilà. Déjà, pour donner un exemple, l'avantage comparatif que pourrait constituer le faible coût d'une main-d'œuvre africaine n'aurait plus guère de sens si vous ne comparez plus à la main-d'œuvre ailleurs, mais à des robots. Une fois que vous avez amorti le prix de revient de votre robot, le travail ne vous coûte plus rien du tout. Enfin, parce qu'il n'y a aucune raison que ne soit pas présente dans l'avenir la science africaine dans cette révolution. Nous ne devons pas simplement la subir, cette révolution, nous ne devons pas simplement la contempler du lieu où nous sommes, nous devons y prendre toute notre part parce que c'est ce qu'exige de nous notre continent, notre futur, notre avenir tel que nous le préparons dans nos universités. Et cette science, il n'y a pas de raison que cette science, donc, dans l'avenir, ne soit pas la nôtre, et il n'y a pas non plus de raison, parce qu'il faut faire de nos sociétés modernes des sociétés de la connaissance.